Nous avons fixé à notre agenda, et je remercie les personnes que nous avons conviées d'avoir accepté qu'on décale, mais nous devions procéder à une réunion de l'ensemble de l'Assemblée. Et donc, l'ordre du jour appelle l'audition des représentants habilités des 4 fédérations de maisons de repos. Je souhaite la bienvenue à Monsieur App et Henra, directeur général et directeur général d'UNESA, de Monsieur Smé, directeur général de Santéa, de Monsieur Vassen et Rombaud, directeur général et conseiller de la Fédération de CPS, Monsieur Frédéric Devant, sauf de ma part, n'est pas encore arrivé, et devant nous rejoindre dans quelques instants. Chaque fédération a accepté de présenter un exposé d'une quinzaine de minutes sur l'impact de la crise sanitaire dans le cadre de leur fédération. Je vous propose dans un premier temps d'entendre successivement les représentants de chaque fédération suivant la liste prévue par l'ordre du jour et dans un second temps de procéder à un échange de vues. Et je propose de commencer par messieurs App et Henrard, puisqu'ils sont présents. Je vous en prie, et je vous donne le temps d'installer l'ordinateur pour le PowerPoint et je vous donne la parole immédiatement après. Voilà. Vous avez la parole. Voilà, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc voilà, effectivement, quelques points que nous souhaitions partager avec vous. Je vous passe effectivement le plan de l'exposé qui fera une dizaine de dias au maximum pour certainement partager le temps avec mes homologues. Peut-être une première dia sur qui sommes-nous, parce que nous avons été présentés comme fédération représentant de maisons de repos, mais pas que. Alors l'idée, c'est certainement pas de faire la promotion de notre fédération, c'est pas le but aujourd'hui, même si effectivement une spécificité, c'est le fait d'être une fédération d'employeurs du secteur privé à profit social, donc communément appelé non marchand. Nous sommes présents à Bruxelles et également en Wallonie et représentons différents secteurs. Et ça, c'est une spécificité d'ailleurs qui nous permettra de nous exprimer et de comparer la manière dont cette crise a été gérée au travers des différentes régions, mais aussi des différents secteurs, même si je n'oublie pas que ce matin, je m'exprime au sein du Parlement wallon. Alors bon, 7 secteurs, les hôpitaux généraux, la santé mentale, les maisons de repos, et je pense que vous attendez beaucoup de nous au niveau du secteur des maisons de repos, mais nous travaillons également et fédérons des centres d'hébergement et d'accueil pour personnes en situation de handicap. Nous accompagnons la petite enfance avec les crèches et les centres de promotion de santé à l'école, l'aide à la jeunesse ainsi que l'insertion socio-professionnelle pour représenter un peu plus de 1000 institutions et services et 60 000 collaborateurs. Donc ça, c'est en bref sur qui sommes-nous. Ensuite, quelques considérations générales. Et comme je l'ai dit, au travers des différents secteurs, eh bien, on s'est rendu compte que la situation était fortement différente, non seulement entre les différents secteurs qui ont avancé de manière, je dirais, différente, à des rythmes rapides, avec des déclenchements d'urgence sanitaire à des moments complètement différents, et puis aussi des situations dans les institutions assez différentes. On a parlé de situations catastrophiques dans les maisons de repos. Fort heureusement, la situation n'a pas été catastrophique dans l'ensemble des maisons de repos et donc c'est important aussi de le rappeler. Alors effectivement, cette maladie issue du Covid-19 est une maladie largement méconnue, mais nous avons le sentiment que chacun a œuvré, ou en tout cas sans doute a œuvré de son mieux, mais il ne m'appartient pas d'en juger. Je pense que c'est d'ailleurs un des objets de cette commission, c'est de pouvoir évaluer la manière dont les choses se sont passées. Néanmoins, je pense que nous n'étions pas préparés et que nous avons manqué d'anticipation malgré les différentes alertes qui ont été lancées par les différentes fédérations et ce, dès le début de la crise et donc à savoir dès le début du mois de mars en fait.
Alors effectivement, on peut se plaindre, les institutions peuvent se plaindre de la manière dont effectivement elles ont été soutenues ou non soutenues. Néanmoins, ce sont avant tout des personnes qui ont été impactées, des personnes décédées, des familles qui ont été impactées. Et donc je voudrais quand même remettre aussi le focus sur l'humain dans le cadre de la gestion de cette crise. Vous dire aussi que les impacts psychologiques n'ont pas porté uniquement pendant cette crise. D'ailleurs, cette crise n'est pas terminée. On a connu un rebond durant le début de l'été et puis effectivement peut-être un deuxième rebond et on espère qu'il ne se transformera pas en deuxième vague ici au cours du mois de septembre. Mais vous avez constaté l'augmentation du nombre non seulement de cas mais aussi d'hospitalisations signifiant la sévérité des cas. Et donc, effectivement, on s'attend à ce que les impacts psychologiques puissent seulement arriver. Et d'ailleurs, pendant la crise, on s'est interrogé sur la manière dont le personnel soignant se positionnait. On a eu le sentiment qu'ils étaient quelque part, je dirais, tenus par un taux d'adrénaline, par une volonté de bien faire. Et aujourd'hui, on constate un certain épuisement et peut-être un autre type d'absentéisme. On a connu un absentéisme sur lequel je reviendrai dans un instant, mais aujourd'hui, c'est un absentéisme lié à de l'épuisement, un réel épuisement. Je viens de le dire, la crise, elle est toujours en cours. On s'est d'ailleurs étonné, même si on se félicite du lancement de ce type de commission, on s'est étonné que cette commission puisse déjà débuter. Et je ne pense pas que cette commission puisse aujourd'hui évaluer la crise, puisque la crise, elle est toujours en cours. Et donc, il nous faudra effectivement évaluer l'ensemble de cette crise et rester attentif aux différentes actions qui doivent encore se mettre en œuvre. Et puis, effectivement, tout le défi ce matin, c'est de pouvoir vous résumer les 7 premiers mois de la crise en 20 minutes. Et Monsieur le Président, je me suis permis de m'ajouter 5 minutes puisqu'on parlait de 15 à 20 minutes. Et donc, j'ai pris le meilleur pour nous, mais j'essaierai néanmoins d'être très bref. Alors, nous avons connu effectivement des difficultés sur le terrain, différentes pénuries. Alors, des pénuries liées aux ressources humaines. Et si vous vous souvenez, tout au début de la crise, les recommandations qui étaient adressées aux médecins généralistes, c'était de dire, si vous avez un premier symptôme, si vous éternuez une fois ou deux, ou si vous avez le nez qui coule, restez 7 jours chez vous. Et donc, vous imaginez effectivement l'impact sur les ressources humaines dans les institutions de soins au niveau des soignants. Et donc, on a vu un départ assez massif, quelque part, de ressources avec un taux d'absentéisme qui habituellement dépasse difficilement les 5%. Et d'ailleurs, on a un secteur où le personnel est très impliqué. On est plutôt sur du 3 à 4% d'absentéisme. Et on s'est retrouvé à du 10, 15, 20, parfois 30% d'absentéisme. Et ça a été une difficulté. Alors, au niveau du matériel, la pénurie, la saga des masques, etc., je ne sais pas s'il faut encore vous détailler tout cela ce matin. Je pense que d'autres ont eu l'occasion d'y revenir. Mais effectivement, ça a été quelque chose d'excessivement difficile à gérer. Alors, une autre difficulté, c'est le lien non maîtrisé entre les institutions et donc la filière de soins. Alors, je sais que certains ont débattu sur le fait, est-ce qu'un patient ou plutôt un résident d'une maison de repos pouvait être hospitalisé ou pas, dans quelles conditions l'ont-ils été ou pas. Alors, effectivement, je peux témoigner qu'effectivement, parfois certains résidents de maisons de repos n'ont pas été hospitalisés malgré effectivement la nécessité. Il y a eu débat d'ailleurs sur les conditions permettant l'hospitalisation. Jusqu'où conserver le résident sur son lieu de vie avant effectivement de pouvoir l'hospitaliser. D'ailleurs, on s'est demandé, est-ce que c'est à partir du moment où le patient nécessite de l'oxygène ou pas, la maison de repos ayant la capacité ou pas de mettre le résident sous oxygène. Donc ces débats ont bien eu lieu et donc je pense que c'est important aussi de pouvoir le souligner, mais aussi la politique générale à l'époque, au début de la crise, était le maintien à domicile, que ce soit pour le personnel ou pour le résident, c'est de dire vous êtes en quarantaine sur votre lieu de vie. Et donc ça faisait aussi partie des recommandations générales en tant que telles, auxquelles n'ont pas échappé les maisons de repos. À l'inverse, il est important de savoir que certains résidents, fort heureusement, ont été hospitalisés. Ils sont revenus dans les maisons de repos. Ils sont revenus dans les maisons de repos, parfois, avec le Covid. Ça fait aussi partie des choses. Et donc, je pense que c'est important de bien comprendre le flux des résidents ou des patients entre les différents niveaux de soins. Au niveau de la première ligne, on sait que la médecine générale a fortement été mobilisée, notamment au niveau des centres de tri. Mais si je dois souligner effectivement certains aspects sur les maisons de repos, on a vu des médecins généralistes complètement fuir les maisons de repos. Et certaines maisons de repos se retrouvaient sans plus aucun médecin généraliste à leur disposition, compliquant fortement, bien évidemment, la prise en charge des résidents.
Alors en termes de plans, je me suis permis de mettre un peu d'interrogation. Alors on a eu des approches, des plans d'approche divers et variés, entre des plans hospitaliers, des plans pour les maisons de repos. Alors on a vu effectivement, par exemple notamment la direction générale de la santé publique contacter les fédérations dès le dimanche 1er mars, je ne pense pas me tromper dans l'agenda, pour mettre en place effectivement déjà toute une entraide entre les hôpitaux, notamment sur les aspects de matériel. Et puis on a vu des plans d'urgence dits provinciaux arriver peut-être plutôt mi-mars pour le secteur, mi-avril pardon, pour le secteur des maisons de repos. Et donc on a vu que les secteurs étaient gérés selon des plans d'approche complètement différents. Et c'est aussi ça l'intérêt d'une fédération multisectorielle, c'est de pouvoir faire ces différentes comparaisons. Or effectivement, l'hôpital et la maison de repos peuvent se retrouver chacun du côté d'une même rue. Et donc on s'interroge sur parfois le fait que le virus ne traverse pas, reste sur un trottoir et ne traverse pas la rue. Et donc voilà, ça reste un grand questionnement et effectivement, un questionnement pour le personnel qui n'a pas toujours bien compris. La question des approches aussi sur le dépistage était assez différente, puisqu'on a vu, et je sais que vous en avez débattu, un dépistage pour le personnel dans les maisons de repos, du moins pour une partie des maisons de repos dans une première phase, et puis par la suite les résidents. Or, Bruxelles avait un tout autre plan d'approche et le personnel hospitalier, ou plutôt les hôpitaux, avaient encore un tout autre plan d'approche. Donc vous imaginez qu'on a demandé au personnel des maisons de repos d'aller se faire dépister au niveau de l'hôpital. Vous imaginez l'accueil de ce personnel au niveau de l'hôpital, puisque ce n'était pas du tout la même politique de dépistage. Et donc ça a été un peu compliqué également de voir des approches complètement différentes et donc certainement un manque de cohérence et de coordination. Alors les connaissances et les compétences dans le secteur ou dans les secteurs sont fortement différentes. Il est clair qu'en milieu hospitalier, vous avez toute une réglementation qui prévoit, je dirais, un service d'hygiène hospitalière, pour le dire simplement, des services d'infectiologie également, et ces éléments n'existent pas dans le secteur des maisons de repos, malgré quelques projets d'il y a quelques années. Et donc ça a été compliqué aussi pour ce personnel de gérer tout cela. Alors, en termes d'organisation générale pendant cette période Covid, alors, il y a certainement eu 3 leviers. Le confinement. Alors, le confinement était un peu compliqué à organiser dans le secteur des maisons de repos en termes de locaux. On a souvent préconisé la mise en place de cohortage. Mais comment mettre en place des cohortes de résidents lorsqu'il y a une salle à manger, si je prends cet exemple-là, et comment, à un moment donné, aussi orienter la personne âgée qui, elle-même, peut être désorientée. Donc, ça n'a pas été simple, mais néanmoins, le confinement, lui, a été réalisé, puisqu'on a très vite, d'ailleurs, fermé les portes, si je puis dire, des maisons de repos. En termes d'équipement de protection individuelle, là, clairement, ça a manqué, puisque ce n'est pas du matériel habituellement utilisé dans le secteur des maisons de repos, et l'approvisionnement a très vite été compliqué, les maisons de repos n'ayant par ailleurs pas forcément de liste de fournisseurs habituels à contacter. On a vu des dynamiques un peu différentes, notamment pour les maisons de repos qui étaient adossées par exemple à des groupements hospitaliers et qui avaient l'habitude d'adhérer à des centrales d'achat et autres. Et donc il y a eu quelques facilités à ce niveau-là. Et puis le testing. Mais le testing, là, ça a été aussi une grosse difficulté. Et donc, quand on a 3 leviers pour contrer quelque part, je dirais, la pandémie, on se rend compte qu'il y a un levier qui a relativement bien fonctionné et les 2 autres qui n'ont pas du tout fonctionné, en tout cas en pleine phase aiguë de la crise. Et certaines maisons de repos ont pris l'initiative, en s'appuyant sur des laboratoires hospitaliers, de tester et le personnel et les résidents. Et c'est cela qui a permis d'ailleurs de mettre en place des premières mesures. Mais le secteur des personnes de repos, du secteur des maisons de repos, a eu l'occasion également d'interpeller, tous ensemble d'ailleurs, nous avions adressé un courrier commun insistant sur la nécessité de mettre en place ce dépistage. Alors en termes de communication, elles étaient changeantes. Alors c'est clair que l'apprentissage sur la maladie a évolué et donc les recommandations ont aussi évolué. On s'est demandé si à un moment donné les recommandations évoluaient sur base scientifique ou évoluaient sur base d'une disponibilité du matériel. Chacun en jugera.
Mais ces recommandations n'étaient pas non plus cohérentes en fonction d'où elles venaient. Est-ce qu'elles venaient effectivement, je dirais, de la région wallonne, de la région bruxelloise, du niveau fédéral, et on avait parfois effectivement des informations assez incohérentes. Et à nouveau, la fédération multisectorielle que nous sommes a eu du mal à communiquer vis-à-vis de ses affiliés et à les soutenir parce que nous avions des informations complètement différentes et certainement très multiples. Alors, sur l'organisation du travail, je vous ai déjà parlé de l'absentéisme, je ne vais pas revenir dessus. Ça a été la loi de la débrouille. Alors, on a eu des témoignages, effectivement, où on est allé acheter, alors je ne voudrais pas faire la publicité de ce magasin en particulier, mais des masques Decathlon, hein, voilà, les fameux masques, je dirais, de plongée, mais pour remplacer, à un moment donné, des FFP2, puisqu'on estimait qu'il n'y avait pas du tout lieu de porter des masques FFP2 dans les maisons de repos, même face à un résident Covid positif, mais sous prétexte que seuls les FFP2 s'appliquaient dans le cadre de gestes soit je dirais invasif ou encore aérolisant. Et donc effectivement, si on met de l'oxygène, à un moment donné, si on met en place un aérosol en maison de repos, tout de suite c'est aérolisant, mais pas de FFP2. Et donc, d'où masque Decathlon. Donc vous imaginez un peu parfois ces secteurs jusqu'à présent excessivement professionnels qui a dû se débrouiller. Et puis vous avez vu toutes ces initiatives citoyennes avec ces imprimantes 3D qui ont tourné jour et nuit pour produire des visières, ces ateliers de couture, etc. Et merci effectivement à toutes ces personnes qui ont contribué à soutenir les différents secteurs. Alors au niveau des médias, là on peut parler, je pense, d'un bashing médiatique, ne correspondant pas toujours d'ailleurs à la situation réelle des maisons de repos, puisqu'effectivement toutes n'ont pas été impactées de la même manière. Et donc je pense qu'on a travaillé sur un focus assez particulier en tant que tel. Alors oui, il y a eu des situations catastrophiques dans les maisons de repos. Oui, il y a eu des décès. Oui, il y a eu de la détresse. Mais je pense qu'il y a eu des décès, de la détresse dans tous les secteurs. Donc la question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que le taux de décès en maison de repos est lié par le fait qu'il s'agisse de maisons de repos ou par le fait que les maisons de repos concentrent un nombre important de personnes âgées. Et on sait depuis le début de la crise que l'âge est un facteur excessivement important vis-à-vis de la maladie. Et donc, inévitablement, il était assez logique de s'attendre à ce que les décès se retrouvent en maison de repos. Mais fallait-il pour autant pointer du doigt les maisons de repos? Et donc, je reste encore aujourd'hui avec un goût amer et un sentiment d'injustice sur quelque part tout le travail qui a été fait pendant des années dans les maisons de repos pour ne plus en faire des haumes ou des mouroirs, mais bien des lieux de vie, des lieux d'épanouissement, des lieux où on ajoute de la vie aux années et pas l'inverse. Et quelque part, les médias ont dit le contraire. Et aujourd'hui, les maisons de repos ont du mal à s'en remettre. Et donc, si je devais d'ailleurs déjà dévoiler une recommandation, c'est de pouvoir mettre en place un plan de communication sur ce qu'est réellement, ce que sont réellement les maisons de repos aujourd'hui. Ce n'est certainement plus des mouroirs en tant que tels. Et ça explique notamment cette sous-occupation actuelle dans les maisons de repos. Et qui dit sous-occupation, peut-être manque à gagner sur un plan tout à fait économique, mais ce n'est pas ça le plus important. Il faudra le traiter. Mais si effectivement la personne âgée est à domicile, je veux dire, on peut s'interroger effectivement quel est l'encadrement dont elle bénéficie, quel est son niveau de sécurité et quel est le risque quelque part de comorbidité ajoutée en évitant de s'orienter vers une maison de repos, grâce effectivement ou à cause de tout ce qu'on a pu en dire. Puis effectivement, le financement, je l'ai rapidement évoqué. Alors c'est clair que les activités ont été ralenties, il y a des impacts financiers, il y a eu effectivement un soutien financier. Je voudrais juste rappeler qu'il y a des coûts supplémentaires, que la crise n'est pas terminée. Et lorsque on octroie effectivement le principe des 650 €, et merci effectivement à la région pour cela, 650 € par lit, avec des charges éligibles jusqu'au 30 juin 2020, on a le sentiment que la crise, elle s'est arrêtée le 30 juin 2020 et qu'on a tout acheté, on a acheté tout ce dont on avait besoin, que toutes les factures ont été réglées et que tout va bien maintenant. Mais vous le savez, ça n'est pas le cas et donc il y aura lieu de réfléchir à une prolongation de ce système ou à une enveloppe complémentaire couvrant notamment toutes ces nouvelles directives, puisque vous le savez aussi, on a imposé aux maisons de repos la constitution d'un stock stratégique équivalent à 3 mois, basé sur quoi, je ne sais pas encore tout à fait, mais ce n'est pas grave. En tout cas, le principe et l'idée n'est certainement pas mauvaise, mais qui va financer effectivement cela, d'autant plus qu'on ne peut même plus
si on constitue ce stock en juillet ou en août, on ne peut même plus le renseigner dans l'aide qui a été octroyée jusqu'au 30 juin 2020. Et donc là, je vous invite vraiment à y réfléchir. Alors, sur la manière dont la crise a été gérée, on a parlé effectivement de ce manque d'anticipation et certainement d'approche globale assez différente, des réactivités différentes. Et je vous l'ai dit, on a vu un système hospitalier se mettre en ordre de marche dès le 1er mars. C'était un dimanche soir. Et on a vu effectivement d'autres secteurs se mettre en ordre de marche beaucoup plus tard. Et puis certains secteurs dont on n'a jamais parlé. Les hôpitaux psychiatriques, à un moment donné, ni le fédéral, ni la région ne s'en préoccupaient. Alors c'est une compétence, les hôpitaux, c'est bien une compétence fédérale en tant que telle, mais on avait mis le focus sur les soins dits aigus en tant que tels. Et puis le secteur du handicap, effectivement, visiblement, il n'y avait pas de virus dans le secteur du handicap. Or, effectivement, ça a été une problématique. Et donc, à un moment donné, il a fallu quand même se pencher sur cette question. Et ça a été fait. Je parle bien ici de phasage et de cohérence dans la manière dont les choses ont été faites. On n'a pas lancé un plan d'urgence sanitaire sur un territoire. On a lancé des plans d'urgence sanitaire par secteur, comme si effectivement, à un moment donné, le virus restait d'un côté de la rue et pas de l'autre. Je l'ai déjà expliqué. Alors, en termes de la répartition des compétences, vous connaissez mieux que moi cette lasagne institutionnelle, pardonnez-moi l'expression, avec la démultiplication des lieux de concertation, des modifications successives et régulières des recommandations, et toujours dans un timing urgent. Et c'est d'ailleurs ce qui avait provoqué une réaction du secteur des maisons de repos lorsque, lors du Conseil national de sécurité, on annonçait la réouverture des visites. Or, effectivement, ça faisait des mois qu'on se battait pour préserver la santé des résidents et donc sans concertation avec le secteur, même si effectivement le secteur était demandeur de réouvrir, mais progressivement, avec un accompagnement, avec une préparation, et pas comme ça du jour au lendemain, sans concertation. Alors, les approvisionnements tardifs en matériel, on ne va pas revenir là-dessus. Fournir du matériel avec une qualité douteuse en vous disant, on vous a fourni des masques, mais surtout, vous avez une fiche technique parce qu'on vous impose quand même de mettre un petit sparadrap ou de renforcer comme ceci, de renforcer une tigette par là, etc. Là, ça devenait quand même un peu inquiétant pour des personnels qui, jusqu'à présent, s'étaient montrés excessivement professionnels et devaient faire du bricolage pour rester professionnels avec des moyens, avec les moyens du bord. Néanmoins, on a eu des réactions, on a eu du soutien, et je pense que c'est important aussi de le souligner, parce que après un certain temps, nous avons quand même reçu du matériel, et il y a eu au niveau de la région wallonne encore certaines livraisons organisées en ce mois de septembre. Il y a eu quelques mesures d'assouplissement. Des tests ont été organisés, du dépistage ont été organisés dans le secteur. On a eu des directives de confinement dans un premier temps, de déconfinement. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas eu un minimum de dialogue, de concertation, ou en tout cas de conseils et de directives pour aider le secteur. Il y a eu des interventions de tiers. On a parlé d'MSF, Croix-Rouge, l'armée en soutien. Alors ça, on pouvait aussi s'étonner. L'armée arrivait et puis on demandait de réouvrir les visites. Donc là, je n'ai pas trop compris le phasage non plus. Un endroit, on a besoin de l'armée, mais on réouvre. Donc je me dis, mais est-ce qu'on parle de la même crise sanitaire ? Donc là, la solidarité entre les institutions, fort heureusement, et des mesures de soutien économique, j'en ai parlé, mais trop momentanées en tant que telles, et il faudra les poursuivre. J'ai 6 points, et donc j'en terminerai progressivement. Les prochains défis seront effectivement de gérer ce risque de fatigue. Je vous en ai parlé. L'épuisement psychologique, en fait, il débute. Le personnel a tenu sur base d'une vocation. Vous savez que le personnel soignant a cette vocation en soi d'aide à la personne. Ils ont tenu. Aujourd'hui, ils sont fatigués. Alors, nous sommes à la veille de l'hiver, ou du moins en automne, et donc il nous faudra gérer cette grippe, en fait, qui va venir compliquer notamment la capacité de testing. On n'est pas du tout au point en termes de testing aujourd'hui au niveau national. Ça ne suit pas. Ne croyez pas le contraire. Cette filière de soins qu'il faudra maîtriser, comprendre un peu le flux des patients. Cette compliance à la vaccination.
On a des générations parfois qui sont encore résistantes à la vaccination, non seulement de la grippe, et ça aiderait effectivement qu'à un moment donné, on puisse déjà avoir une couverture pour la grippe et se concentrer sur le Covid. Et puis on espère effectivement à un moment donné qu'on puisse trouver cette solution miracle, ce vaccin contre le Covid. Et il faudra encore convaincre, je pense, la population de se faire vacciner. Et là, je pense qu'il y aura un gros travail pédagogique à faire. Bon, sur le tracing, voilà, il faudra effectivement qu'on s'assure que plus personne n'ait de Nokia 3310, si je me souviens bien. Donc, il faudra passer quand même à autre chose. Et dans la population, on a encore des téléphones avec des grosses touches et on ne peut certainement pas en vouloir aux personnes de fonctionner avec leur téléphone, peut-être nostalgique, offert par un proche et auquel ils tiennent beaucoup. Alors, en termes de financement, attention à l'équilibre des institutions financières. Et là, je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent. Je suis là ici pour vous dire, attention, si demain, des institutions devaient fermer, on perd une offre de service au niveau de la population. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est de poursuivre cette offre de services bien élémentaire au niveau de la population. Le climat social, vous imaginez les tensions au sein des conseils d'entreprise. L'image, j'en ai parlé, et je pense que si la région avait la possibilité de dégager un budget, ou en tout cas une réflexion pour mener cette image, les fédérations se font un plaisir de se coordonner pour rétablir quelque part, pour expliquer à la population ce qu'est ou ce que sont réellement les maisons de repos. Et donc, si vous pouviez nous aider dans ce sens-là, nous nous ferons fort de nous coordonner. On n'est pas là pour se faire concurrence. On aura, je crois, le même discours ce matin d'aide aux personnes âgées. D'ailleurs, on peut aussi s'interroger, j'en profite pour vous dire, quelle est la place que vous souhaitez, que nous souhaitons accorder à la personne âgée dans notre société. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne sont plus productifs, ils ne servent plus à grand-chose, et puis voilà, ils sont quelque part parqués? Ou est-ce qu'à un moment donné, on peut en faire effectivement tout l'entretien du savoir? Est-ce qu'on travailler l'intergénérationnel, le multigénérationnel? Enfin, en tout cas, moi, je me suis posé certaines questions quand j'ai vu la manière dont cette crise avait été gérée. Les personnes âgées semblaient moins importantes. Or, je pense qu'il y a un débat de société, si pas un débat éthique à mener quelque part. Et puis, effectivement, il nous faut passer à une gestion de crise, à une gestion du risque, et donc, quelque part, avoir des plans. Et là, je pense que tout ça est en cours. Et donc, j'en termine par quelques recommandations, si vous me permettez. Elles valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, c'est notre lecture rapide, et on pourra vous faire des rapports beaucoup plus détaillés si vous le souhaitez. Ce sont des actions de soutien dans les institutions, des actions psychologiques. On a bien le Get Up Wallonia qui a notamment pour objectif de venir soutenir le personnel de soins, mais ce sera important de continuer à soutenir les institutions. Alors, je pense important d'avoir aussi un débriefing général de la crise, mais à tous les niveaux de pouvoir. Et donc, on est ici au niveau d'une commission, au niveau du Parlement wallon. On a aussi une commission fédérale. Moi, je souhaiterais effectivement qu'on puisse consolider, ne fût-ce que les résultats en tant que tels. Et puis, au passage, je vous inviterai à ne pas oublier, via vos collègues qui vous représentent, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne sais pas s'il y a une commission au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Or, effectivement, il y a eu circulaire ou absence de circulaire, en tout cas une série de difficultés, notamment au niveau des crèches. J'ai été face à des directrices ou des directeurs de crèches en pleurs, complètement oubliés, abandonnés, et c'est le seul secteur où on a demandé la contribution des citoyens, donc la participation financière des parents. Donc effectivement, c'est le seul secteur où à un moment donné, on a demandé aux parents de payer pour cette crise. Et donc, ça mériterait également, me semble-t-il, d'avoir une réflexion. Alors, je ne sais pas si c'est ici que je dois le dire, mais en tout cas, je vous invite à le dire à vos collègues qui siègent au niveau de... Voilà, vous n'êtes pas ce qui... Voilà, alors ça me rassure. Monsieur Decken, ça n'engage que vous. Et alors, je ne suis pas schizophrène. Alors, je dirais que je peux en attester puisque j'ai géré pendant 7 ans un hôpital psychiatrique et donc vous ne me semblez pas être schizophrène, en tout cas fort différent des patients que j'ai pu croiser. Donc voilà. Mais ça... Mais bon, voilà. Là, je vous laisserai débattre là-dessus entre vous. Alors... Mais donc là, Monsieur le Président, là, on n'est plus dans mon temps. Vous constaterez qu'il y a un débat entre parlementaires. Et donc, vous permettrez de terminer. Si vous pouvez juste abréger, bien évidemment. Bien évidemment, je vous... Alors, ce débriefing, cette consolidation, et puis ce leadership, en fait, cette ligne de commandement qui a manqué.
Et donc, mais qui à un moment donné prend les décisions? Qui à un moment donné lance ce plan d'urgence sur l'ensemble des secteurs? Donc ce leadership est fondamental et ça ne peut pas être, je dirais, une guerre de clochers ou plusieurs coqs sur le même tas de fumier, si je puis le dire très vulgairement. Simplifier la communication et pas des circulaires qui viennent de partout, un jour un jour de la VIC, un jour de la ministre, un jour du fédéral, etc. Une approche plus globale et une meilleure synchronisation, bien évidemment, j'en ai déjà parlé. Une concertation à long terme sur la répartition des compétences. Et donc on parle beaucoup de 7e réforme de l'État, on parle de plein de choses. Il y a un nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'il faut réfléchir, alors certainement pas sur le modèle régionalisation, pas régionalisation, etc. Il ne m'appartient pas de le dire, mais c'est d'aller chercher le système le plus efficace pour servir nos citoyens. Et ça, c'est ce que UNESA continuera à défendre, d'être attentif à l'impact économique, et je le redis, et ce sera mon dernier mot, l'image des institutions. Et donc voilà, et si vous pouviez dégager un budget, je le redemande, c'est de travailler l'image des institutions, et je vous laisse, pour la bonne forme, mes coordonnées, si vous souhaitez plus de précision par la suite. Monsieur le Président, je vous remercie. Messieurs les parlementaires, un tout grand merci. Messieurs, mesdames. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant. Je n'ai pas demandé la parole pour forcément m'exprimer le premier, mais juste pour vous expliquer un peu la méthodologie qu'on a souhaité vous proposer, parce que effectivement les questions sont nombreuses, elles sont pêle-mêle si je puis dire, elles se regroupent parfois, elles sont identiques, et donc voilà, on a passé 1 heure de notre temps ce midi à essayer de structurer peut-être par thème, par thématique, l'ensemble des questions et essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Et donc, bien conscient que parfois vous avez peut-être un peu plus personnalisé vos questions, voilà, parce que tel a dit ça, et donc je voudrais... on a plutôt fonctionné autrement, on s'est un peu réparti ces thèmes, et chacun d'entre nous répondra sur les thèmes, mais bien évidemment, chaque collègue sera invité à compléter je dirais, les éléments de réponse, et certainement si à un moment donné ils ont été un peu plus, si les questions étaient un peu plus personnalisées en tant que telles. Et je voudrais aussi vous préciser que nous n'avons eu aucune difficulté à construire les réponses, tant nous sommes alignés sur notre vision tant de cette crise, mais aussi de cette vision de la prise en charge de nos aînés aujourd'hui et demain. Donc voilà peut-être un élément. Monsieur le Président, si ça vous convient de fonctionner de la sorte. Ça me convient parfaitement. D'accord, donc dans ce cadre-là... Vous organisez de manière libre votre temps de parole entre vous, comme ça c'est le plus simple pour moi. D'accord, très bien, merci. Et donc, parmi les thèmes qui ont été, je dirais, identifiés, vous avez soulevé quelques questions autour du personnel, autour des plans d'urgence ou des plans sanitaires, autour du matériel, autour des filières de soins, autour de la question du confinement, mais aussi au niveau des différentes communications, avec les différents niveaux de pouvoir, des questions sur le plan économique, des questions sur le testing, sur l'opportunité également de l'évaluation, la question aussi sur le modèle des maisons de repos en tant que telles, sur la place du résident, la question aussi a été posée, et enfin sur la relation avec les hôpitaux. Et donc, un peu comme vous, on a mis un peu ces thématiques dans un ordre qui correspondait plutôt à l'affectation des réponses. Et donc, je vais me permettre, si vous êtes d'accord, de céder la parole à Monsieur Vassen pour répondre aux quelques questions qui ont porté sur le personnel, quelles ressources et aides extérieures possibles, la question sur la plateforme d'entraide, notre expérience, sur la question du Get Up Wallonia. Est-ce qu'on a été associé aussi sur la question des équipes mobiles, si je ne m'abuse, Alain? Voilà, donc effectivement, l'idée, c'est de pouvoir se compléter. Moi, je me suis juste étonné du lien que vous avez fait entre le plan de rebond et puis l'accord non marchand en tant que tel. Je pense qu'on a eu un accord non marchand au niveau fédéral. On a injecté effectivement aussi quelques millions d'euros au niveau fédéral avec ce fonds blouse blanche en tant que tel. Et donc le risque, c'était d'être face à une pénurie d'autant plus importante, en fait, encore de personnel soignant susceptible de s'orienter au-delà de la Suisse, du Luxembourg, tel que ça a été judicieusement cité. C'était de voir tout ce personnel partir dans le secteur des maisons de repos. Et donc, à l'époque, nous avions interpellé les autorités régionales et nous pensons effectivement que
cet accord non marchand est aussi là pour répondre quelque part à une stabilisation des métiers de soins, quel que soit le niveau de compétence, en plus bien évidemment d'une bonne organisation à l'intérieur de chacun des secteurs. Et donc on n'a pas fait forcément le même lien que vous, c'est peut-être une erreur, mais bon voilà, on s'est enthousiasmé d'une autre manière peut-être. Pour rester sur la thématique des plans, vous l'aurez compris, pour nous ce qui est important c'est d'avoir un plan qui transcende les niveaux de pouvoir en tant que tel, qui transcende les niveaux de pouvoir et qui transcende les secteurs pour avoir une seule ligne de commandement. Vous nous avez demandé également si le secteur était prêt dans le cadre d'une nouvelle épidémie. Alors la question c'est quelle nouvelle épidémie et dans quelle voilà et donc c'est une question assez difficile à répondre. Le seul élément qui nous paraît important de souligner, c'est que on est aujourd'hui mieux préparé que nous l'étions, je dirais, au mois de mars. La question des stocks en tant que tels qu'ils nous ont été demandés d'être constitués, sont en cours de constitution. Alors évidemment, l'annonce n'a pas échappé aux fournisseurs qui ont fait flamber les prix, bien évidemment. Donc ça remet un peu de complexité aux situations financières, malheureusement. On n'est pas convaincu non plus qu'il soit pertinent que ces stocks stratégiques soient constitués de cette manière-là, et je pense que ça vient d'être évoqué par M. Smith. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne doit pas plutôt se situer à un niveau provincial en tant que tel, parce que en termes de matériel, et ce sera le point qui sera développé juste après, c'est pas du matériel qui est usuellement utilisé dans les maisons de repos en tant que tel. Il y a bien une boîte de masques s'il y a peut-être un soin un peu plus spécifique à mettre en place, un pansement. On ne va pas hospitaliser un résident parce qu'il y a un pansement à faire. On fera néanmoins le pansement dans de bonnes conditions, si je puis dire, par du personnel qualifié. Mais donc ça, c'est un élément effectivement qu'il est important, me semble-t-il, de souligner. Donc on fait le travail à un coût plus élevé, mais faudra-t-il certainement faire en sorte que ce stock soit repensé à terme autrement, en tout cas qu'il tourne à nouveau pour éviter le caractère périssable de ce stock. Alors, effectivement, la question a été également posée, comment on peut activer un plan qui n'existe pas, puisqu'on est seulement en train de travailler sur les plans d'urgence interne pour ces secteurs qui ne bénéficient pas de plans d'urgence hospitaliers. En fait, lorsque nous avons été contactés par la Direction générale de la santé publique, donc au niveau fédéral, l'idée, c'était pas d'activer le plan d'urgence hospitalier, c'était de se mettre en ordre de marche. Le plan hospitalier, lui, il a été activé 14 jours plus tard. Je pense aux environs du 14 mars, mais dès le dimanche soir, on a commencé à se poser une série de questions en disant mais est-ce qu'on bénéficie de matériel? On a l'expérience effectivement de la Chine entre autres, de l'expérience de l'Italie. Est-ce qu'on a du matériel de protection individuelle? Est-ce qu'on a des masques? Est-ce qu'on a des gants? Est-ce qu'on a des blouses de protection? Est-ce qu'on a des respirateurs en tant que tels pour les situations les plus aiguës? Et donc c'est ce contact-là qui a été d'emblée initié. Et puis effectivement, 2 semaines plus tard, on a activé le plan d'urgence hospitalier, mais on avait déjà activé quelque chose. Et ça, c'est important à comprendre. Et à côté de ça, il existe, en dehors des plans d'urgence hospitaliers, des plans d'urgence provinciaux, les plans blancs, ça existe aussi. Ils existent, ils sont définis. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on demande au secteur, entre autres des maisons de repos, mais aux autres secteurs, si je puis dire, relevant de la compétence de la région wallonne, de faire un plan d'urgence interne, qu'il n'y avait rien. Il existe effectivement aujourd'hui des plans provinciaux et on essaye effectivement d'apporter une certaine responsabilité à juste titre à l'intérieur de la maison de repos pour qu'elle puisse mieux se préparer à des risques auxquels elle n'était jusqu'alors que peu, voire pas du tout exposée. Donc je pense que c'est important de bien comprendre dans mon exposé que c'est pas le plan tout fait en tant que tel, c'est la prise de contact, c'est se soucier de la situation et c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Et c'est là qu'on a observé un certain décalage entre les niveaux de pouvoir peut-être, entre les secteurs très certainement. Alors, mais puisque j'ai l'opportunité d'avoir la parole, mais je poursuis sur un autre sujet que mes collègues m'ont demandé de développer, c'est justement ce matériel en tant que tel, et vous nous avez interrogé sur quelque part la plateforme de Baker. Alors,
on s'est posé beaucoup de questions et ça a déjà été évoqué par l'un ou l'autre d'entre nous. C'est qui est censé nous fournir du matériel. Alors bien sûr, on peut partir du principe que chaque institution est responsable de fournir le matériel adéquat, mais à quoi? À sa mission en tant que telle. Est-ce que la mission, c'est d'affronter une crise Covid mondiale? Donc je trouve effectivement, de ce que j'ai pu entendre la semaine dernière, me semble un peu short quand même comme élément de réponse et comme responsabilisation du directeur de la maison de repos. Je pense que le directeur de la maison de repos a tout mis en œuvre pour gérer et assumer sa mission habituelle. Ici, lorsqu'on est dans une situation particulière, on en sort bien évidemment. Et fort heureusement, les autorités dans un cadre exceptionnel nous ont aidés. Alors effectivement, on s'est interrogé, est-ce que c'est la région wallonne? Est-ce que c'est le niveau fédéral? Alors au-delà du plan d'urgence hospitalier, on a cru comprendre qu'à un moment donné, on était passé en phase fédérale de la crise. Et donc à un moment donné, le fédéral reprenait la main sur l'ensemble des compétences. C'est le message qui nous est passé en tant que tel. Et donc, lorsqu'on a effectivement interrogé la région wallonne, on nous a effectivement expliqué que la région wallonne avait néanmoins mené une série d'actions pour pouvoir fournir du matériel, mais en venant se greffer au marché qui était passé par le niveau fédéral en tant que tel. Donc, on était en phase fédérale. On avait dépassé le plan d'urgence hospitalier et on était passé en phase fédérale. Et donc ça, c'est un premier élément. Et donc, les institutions relevant de la région wallonne, mais aussi celles relevant du niveau fédéral, ont compté sur, dans un premier temps, ce groupe de travail qui s'est mis en place dès le dimanche soir, du 1er mars. Et je pense que le mercredi, on se réunissait déjà entre fédérations, autres acteurs et autorités fédérales, régionales, pour réfléchir à la problématique du matériel. Et ce groupe est devenu un groupe permanent qui s'est réuni 7 jours sur 7 pour pouvoir coordonner non seulement, je dirais, la capacité hospitalière, parce que c'est vrai que c'était quelque part la préoccupation, son nom, les mauvaises expériences de nos voisins européens. Alors bon, est-ce que le réflexe était bon ou pas? Moi, je ne vais pas en juger, mais je peux comprendre, en tout cas, qu'il était important de maintenir un système de santé en tant que tel. Et cette plateforme s'est également, vous l'aurez compris, penchée sur le matériel. Quelques jours plus tard, la gestion de ce matériel est passée au niveau de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé, la FMPS, sous une autre direction générale. Ça n'a pas fonctionné de manière extraordinaire. Ça n'a pas fonctionné de manière extraordinaire ou du tout. Mais voilà, puisque vous avez souligné le caractère nuancé de nos propos, on essaye de rester nuancé dans nos propos. Mais néanmoins, ça a nécessité l'intervention de la ministre de Bloch assez rapidement qui, vu sa responsabilité, phase fédérale, a confié au ministre De Backer la gestion de la problématique du matériel. Alors ça, quelque part, nous a rassurés dans un premier temps parce qu'on a vu la constitution de 5 groupes de travail, l'un important sur le matériel de protection, l'un sur le testing, l'un sur tout le medical device, donc autour, pour faire simple, de tout le matériel nécessaire à la mise sur respirateur d'un patient, pour le dire simplement, etc. Et les fédérations ont été généreusement invitées à un des 5 groupes de travail, estimant par certains que nous n'avions pas l'expérience du terrain. Pour rappel, moi je venais d'arriver dans la fédération après avoir dirigé un hôpital pendant 7 ans. Et donc, bon voilà, je me suis demandé si j'allais comparer le CV des uns et des autres par rapport à ça. Mais bon, ça c'est pour la boutade. Et donc, cette plateforme fédérale, cette plateforme De Backer qui s'est mise en place, a créé une adresse mail dans un premier temps, shortage, quelque chose, mais qui quelque part ne répondait pas à nos mails. Et donc, on a écrit, vous posiez la question tout à l'heure de l'absence de réponse, quelles étaient les réponses qui n'avaient pas fait l'objet quels étaient les courriers ou interpellations qui n'avaient pas fait l'objet de réponse. Eh bien, c'est ce type de questions en disant, mais attention, vous êtes en train de réfléchir à du matériel de protection pour les hôpitaux, mais n'oubliez pas qu'il y a des hôpitaux psychiatriques où il y a des cas
qui sont confirmés en tant que tels, mais aussi tous les secteurs relevant de la région wallonne. Ne les oubliez pas, c'est important aussi de les considérer dans vos commandes. Et puis là, à nouveau, pas de réponse, etc., etc. Donc ça fait partie des quelques exemples. Et puis, cette plateforme de Bacquer s'est modernisée et a mis en place un outil informatique plus utile, étant débordé de mails. Et on peut comprendre d'ailleurs tous ces mails venant de l'ensemble des secteurs, puisque c'était devenu la source d'approvisionnement en termes de matériel. Et de cette plateforme, vous aviez la possibilité de communiquer vos stocks ou encore de communiquer le matériel manquant. Et vous aviez une réponse automatique expliquant votre matériel est en rupture de stock. Alors que si vous avez ce type de réponse chez Ikea, et je me permettrai de faire un peu d'ironie, vous savez au moins quel est le matériel qui est manquant avec une référence, etc. Là, vous ne le saviez même pas. Vous saviez que votre matériel était manquant, mais parmi les 10 types de matériel que vous aviez commandé, vous ne saviez même pas celui que vous alliez recevoir ou celui qui était manquant. Et donc là, clairement, la communication avec le fédéral a été désastreuse et la gestion du matériel a été désastreuse. Et pour rester un instant sur la thématique du matériel, je pense que vous aviez aussi posé la question de savoir est-ce que le matériel était essentiel, est-ce que le matériel aurait pu, est-ce qu'on aurait mieux fait ou moins bien fait sans matériel. On part du principe qu'il y a 3 leviers fondamentaux, et sans doute les experts vous l'auront expliqué, pour contrer cette pandémie. C'est bien évidemment le confinement, il faut essayer de garder cette distance sociale. Alors confinement, mes collègues en parleront tout à l'heure. C'est quoi un bon confinement dans le secteur des maisons de repos? Mais en tout cas, c'est de prendre ces distances. C'est effectivement aussi de pouvoir continuer à apporter des soins. Et là, la distance devient plus compliquée, mais à ce moment-là, on protège et le bénéficiaire et l'intervenant. Donc le matériel est fondamental. Sans matériel, effectivement, on s'expose à une propagation de la pandémie. Et le troisième élément, c'est le testing, et c'est de savoir qui est positif, qui est négatif, et comment adapter la bonne prise en charge, le bon confinement, etc., etc. Et donc, sur les 3 leviers principaux, nous en avions un, le confinement, avec toutes les conséquences dont mes collègues vous entretiendront dans un instant. Voilà pour le matériel, me semble-t-il. Oui, peut-être encore un point important, c'est que nous avons eu le sentiment, parce que parfois on a des sentiments aussi, tout n'est pas toujours objectivé ou objectivable. On avait le sentiment que le matériel avait comme ça un cheminement, arrivé à l'aéroport de Liège et puis repasser par le port d'Anvers avant de revenir en Wallonie. Et donc, on s'est dit, mais tiens, certains hôpitaux ont l'air déjà d'être servis en Flandre, alors qu'en Wallonie, on attend toujours. Et donc, on a demandé de savoir quels étaient le matériel qui avait été livré, quelles étaient les clés de répartition sur 2 millions de masques arrivés en Belgique tel jour. Comment ces 2 millions étaient-ils répartis entre les secteurs, entre les régions, etc. Et il nous a fallu des mois et des mois pour obtenir les clés de répartition, d'où effectivement quelque part un sentiment peut-être objectivé par une certaine forme de suspicion. Et donc la transparence pour nous a été un élément effectivement aussi, le manque de transparence, un élément d'agacement. Donc voilà pour le matériel, mais à nouveau on pourrait vous en parler parce que ça a été aux clés de la crise. Vous savez que le ministre de Bacquer a beaucoup communiqué dans les médias et à un moment donné est parti du principe qu'il allait annoncer, je pense, 2 fois par semaine. Il s'était donné un rythme, ministre transparent, ministre modèle, et allait communiquer 2 fois par semaine. Et en fait, la communication, soit on avait une veille médiatique excessivement importante, soit la communication nous était relayée par Eriscare, par Bruxelles. Et donc ça, c'est ennuyeux, effectivement, de se dire que la communication de Bacquer ne nous arrivait pas, je dirais, ni vers les affiliés, ni vers les fédérations. Et donc, à nouveau, de Bacquer a travaillé dans son coin et heureusement que certains d'entre nous sont présents également à Bruxelles pour récupérer l'information, parce que sinon nous n'avions aucune idée de la capacité de testing, de la capacité du matériel, des arrivages en Belgique, etc. Alors, voilà pour le matériel. Il me semble avoir abordé les différentes réponses en termes de matériel. En termes de filière de soins,
et c'est peut-être aussi en lien avec ce qu'on a tout à l'heure considéré comme la chaîne de commandement. Nous sommes convaincus de la nécessité d'une intégration beaucoup plus grande entre les différents secteurs, entre l'offre de soins dans une région donnée. Alors effectivement, aujourd'hui, le niveau fédéral a créé des réseaux hospitaliers, enfin ils sont en cours de constitution. On a parlé du lien ou de cette liaison fonctionnelle entre les maisons de repos et les services gériatriques d'un hôpital. Et effectivement, cette liaison fonctionnelle fonctionne de manière un peu différente. Parfois les plus intensives, parfois les un peu moins. Mais nous sommes convaincus qu'il est important d'adjoindre à ces réseaux hospitaliers les différentes institutions de soins et de services, même qui relèvent de la région wallonne, dans ces réseaux, et de créer quelque part cette force, cette offre de soins mieux coordonnée en termes de déclenchement d'urgence sanitaire, en termes de mise à disposition de matériel, mais aussi en termes de compétences. On a parlé tout à l'heure de compétences. On ne va pas pouvoir démultiplier les mêmes compétences partout, mais par contre, on doit pouvoir, à l'intérieur d'un réseau vaste et diversifié, pouvoir compter les uns sur les autres. Et donc, on revient sur cette notion de bassin de soins en tant que tel. Et il me semble, dès lors, avoir répondu à la question de la filière de soins. Si je peux peut-être, sur le confinement, vous aviez aussi posé la question sur le droit de visite tel que décidé par le Conseil national de sécurité. L'un d'entre vous a posé cette question et de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise décision. Notre sentiment en tant que tel, basé toujours sur les informations des affiliés, c'est qu'on a un peu confondu le déconfinement de la société civile avec le déconfinement des institutions de soins en tant que telles. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, on a réouvert certaines choses, on a réaccordé une série de droits aux citoyens, et c'était bien nécessaire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait une pression citoyenne qui nécessitait à un moment donné d'envoyer des messages négatifs. On a parlé tout à l'heure, effectivement, on s'attendait au départ à être confiné pour 3 semaines, et puis ça a duré un peu plus, et ça commençait à avoir des conséquences désastreuses. Mais inclure d'emblée les maisons de repos dans cette phase de déconfinement sans concertation préalable avec le secteur, sans temps pour s'organiser, parce que je pense que c'était, j'ai plus la date exacte, mais ça devait être genre un Conseil national de sécurité du jeudi pour une application le lundi ou quelque chose comme ça. Donc le secteur l'a fort mal pris, parce que ça faisait effectivement des mois qu'il faisait une série d'efforts, malgré parfois effectivement un sourire un peu moins marqué du résident, mais dans l'intérêt de leur santé et parfois de leur vie. Et donc, quelque part, le secteur n'a pas compris. Mais quelques semaines plus tard, le secteur était demandeur qu'on puisse effectivement avancer sur une circulaire du déconfinement, mais avec cette préparation, cet accompagnement, cette logique, ces précisions qu'il était nécessaire d'apporter pour ne pas se retrouver du jour au lendemain face à soit une réinfection de la maison de repos ou une nouvelle infection pour toutes celles qui avaient été préservées. Voilà. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Donc ce n'est pas que la question était, que la décision était mauvaise, c'est qu'elle a manqué de concertation, elle était un peu trop rapide et qu'il nous fallait peut-être un peu plus de temps pour pouvoir l'intégrer. Mais très rapidement, on a voulu accélérer même la réouverture des visites, et je pense que ça vient d'être clairement évoqué par mes collègues. Ça me permet peut-être de répondre à la question tout à l'heure sur le nombre de circulaires. C'est bien d'avoir des circulaires, effectivement, qui permettent d'intégrer certaines spécificités des secteurs. Mais il faut quand même une base cohérente en tant que telle, parce que le personnel se croise, se parle. Parfois, les bénéficiaires, les usagers passent d'un secteur à l'autre, et d'un côté, ils peuvent faire certaines choses, d'un autre, ils ne peuvent pas. Et donc, voilà, la complexité, elle était là. C'était qu'à un moment donné, ces circulaires n'avaient pas cette base cohérente. On partait d'emblée dans la spécificité, dans de la méconnaissance, basée parfois sur Cienzano, parce que c'était la seule base quelque part scientifique. C'était les directives de Cienzano, et donc on s'est retrouvé avec des circulaires parfois trop détaillées. Et donc plus on va dans le détail,
plus à un moment donné on soulève des incohérences en tant que telles, des points qui s'opposent. Et donc effectivement on aurait voulu avoir quelques grands principes, des principes généraux, identiques pour les secteurs, peut-être l'une ou l'autre spécificité, et puis laisser au gestionnaire sa capacité de pouvoir mettre en œuvre selon son architecture, selon la taille de l'institution, selon toute une série de critères. Selon la région aussi, parce que vous avez posé la question, me semble-t-il, ce matin, sur la corrélation entre, sur d'éventuelles corrélations entre des maisons qui ont été touchées et celles qui ne l'ont pas été. Et la corrélation, en tout cas, n'a pas pu être établie en fonction de sa taille, mais plutôt de la région. Je veux dire, les régions qui ont été les plus touchées, je dirais, sur base des chiffres hospitaliers, parce qu'au passage, c'est les seuls chiffres dont nous disposions. Les chiffres hospitaliers étaient communiqués tous les jours. Eh bien, nous pouvions voir que les maisons de repos de cette même région ou province, plutôt devrais-je dire, étaient également un peu plus touchées. Et c'est la seule corrélation qu'on a pu établir. Jean-Marc, sur la communication, oui, peut-être une précision. Donc, effectivement, la communication était plus compliquée avec certains acteurs du fédéral, beaucoup moins avec la direction générale du SPF Santé publique. La communication a été, me semble-t-il, excellente avec la région. Et il y a un courrier de la ministre, effectivement, Montréal, qui n'a pas fait l'objet d'une réponse. C'était notamment sur les aspects budgétaires qui s'arrêtaient au 30 juin. Mais donc voilà. Mais pour le reste, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Il s'est montré très disponible. Donc je ne voudrais pas vous laisser penser que la collaboration n'était pas de qualité, que du contraire. Ça s'est assez bien passé. Maintenant, c'est vrai que les filières de communication étaient un peu particulières. On parlait des niveaux de compétences. Les courriers adressés aux hôpitaux ne venaient pas de la santé publique, mais venaient de la région. C'est une spécificité quand même. Donc, ils étaient bien préparés à un niveau fédéral, parce que c'est de la compétence du niveau fédéral, mais malgré tout, mais voilà, c'est la région qui en faisait le relais. Donc, à un moment donné, ça devenait un peu compliqué pour nous de nous retrouver sur mais qui est responsable de quoi dans cette crise, puisque là, on sortait même des compétences habituelles telles que prescrites par la loi. Est-ce que c'était de l'entraide? Je pense que oui. Je pense que c'était dans le cadre d'une meilleure collaboration et notamment de l'utilité peut-être d'avoir des textes correctement traduits. Mais voilà, c'était aussi une certaine spécificité dans la communication avec des éléments parfois positifs, parfois un peu moins. En termes de communication, je voudrais quand même exprimer un regret, à nouveau parce qu'on a pu le comparer avec un autre niveau de pouvoir. Je vous le disais il y a quelques minutes. En tant que fédération, nous recevions tous les jours le nombre de nouveaux patients hospitalisés avec l'état d'occupation des lits et notamment l'état d'occupation des lits de soins intensifs. Cet enregistrement a été mis en place dans ce fameux groupe permanent initié dans les tout premiers jours du mois de mars. La région wallonne a mis en place ce type d'enregistrement. Je pense que ça vous a été expliqué il y a quelques jours. On a tout à l'heure parlé effectivement parfois d'un défaut technologique, mais avec un tableau Excel, en fait, souvent c'est un défaut de compétence à l'utilisation d'Excel, parce que celui qui maîtrise 100% Excel, je pense qu'il est déjà excessivement brillant. Donc avec Excel, on peut faire beaucoup de choses, et du fédéral, on recevait un tableau Excel. Mais ça nous permettait surtout de voir dans quelle mesure la pandémie évoluait province par province, et de constater, par exemple, que le Namurois était peut-être, à un certain moment, en tout cas, préservé, ce qui nous permettait de retourner vers les hôpitaux et d'organiser des entraides, parce que moins de cas en tant que tels. Sur les secteurs relevant de la région wallonne, nous n'avons jamais eu ce retour. Alors on a néanmoins tenu, je me souviens, une réunion un vendredi soir avec la VIC et l'un ou l'autre représentant du cabinet de la ministre Montréal. Et j'ai pris l'exemple du fédéral en disant mais il y a moyen de faire un outil très simple et ça va nous aider en tant que fédération. Et ça n'a pas été suivi de fait. Donc là, c'est vraiment un regret parce qu'on parle de testing. Mais c'est bien de tester, mais si derrière, on ne communique pas sur les chiffres, et l'idée, ce n'était pas de savoir combien de cas dans telle maison de repos ou dans tel centre d'hébergement pour personnes en situation de handicap, mais bien de voir par secteur ou par province
comment les choses évoluaient. Et ça nous aurait permis de prendre des actions, notamment de collaboration. On a parlé de collaboration hôpitaux, maisons de repos, et ça vaut pour tous les autres secteurs. Mais pour ça, il faut des données, il faut des chiffres. On a parlé de la culture d'évaluation tout à l'heure. Eh bien là, clairement, sans chiffres, sans mesures, on ne sait rien évaluer. On avait une mesure, mais elle était égoïstement conservée à un endroit. Et ça, c'est vraiment un regret. Parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux si ces chiffres avaient été partagés, ne fût-ce qu'avec les fédérations. Alors, sur la question, faut-il convertir tous les LIMR en MRPA en LIMRS? Certainement pas. Je pense qu'effectivement, les LIMRS apportent un encadrement supplémentaire et c'est bien nécessaire pour une prise en charge de qualité en toute sécurité, mais il ne faut pas non plus réunir dans des lieux de vie que des personnes qui sont en perte totale d'autonomie. Donc avoir des profils MRPA, comme on les appelle, c'est nécessaire, et de mixer. Et si on pouvait travailler, je dirais, une approche même intergénérationnelle, des collaborations avec des écoles, des garderies, tout ce qu'on veut, ce serait d'autant plus profitable pour ajouter de la vie aux années, comme on l'a dit ce matin. Et donc, pas 100% d'MRS, plus de personnel. Mais si je vous disais le contraire, je vous décevrais. Donc effectivement, on va peut-être innover un peu sur la méthodologie, tout en essayant de respecter quelque part le temps imparti. Et donc je propose, au-delà des questions qui ont été peut-être un peu plus personnalisées parce que sujet évoqué par l'un ou l'autre, et donc je me permettrai de ne pas m'exprimer là-dessus, de laisser mes collègues s'exprimer là-dessus, mais peut-être de survoler très rapidement quelques éléments de réponse, si vous voulez bien. En ce qui concerne les chiffres et cette rétention d'informations, Monsieur Dispa, la question est clairement à poser à la VIC sur le pourquoi en tant que tel. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que chaque institution relevant de la région wallonne a été invitée dès le 20 mars, si je ne m'abuse, 20 ou 23 et fin mars, dans une version électronique, à compléter un tableau permettant effectivement de renseigner les cas suspects, confirmés, les décès, et il y avait également une série d'informations liées à la disposition du matériel. Et donc, chaque institution avait la possibilité de voir sa propre évolution en tant que telle, mais ces chiffres n'ont pas été consolidés. Alors, l'idée n'est pas, et je pense que la question a été posée également par d'autres, l'idée n'est pas que la fédération reçoivent l'information détaillée de chacun de ses membres, parce que je ne suis pas convaincu d'ailleurs que chaque membre serait, je dirais, en accord avec une communication totalement transparente de sa propre situation, mais bien qu'on ait des tendances, je dirais, par province et par secteur. Et juste à nouveau, pour pouvoir mettre en place ces interactions, on a parlé de réseaux locaux régionaux, on a parlé d'une approche transsectorielle, on a parlé d'une série de choses, et ne pas avoir cette cartographie un peu plus fine, pas détaillée, pas intrusive en tant que telle, juste une cartographie avec quelques tendances de l'évolution sanitaire par secteur et par province, nous aurait fortement aidé, comme ça nous a aidé dans le secteur hospitalier, où on a pu organiser ou proposer en tout cas auprès de nos directeurs généraux des transferts, ou en tout cas de se montrer peut-être plus à disposition d'un hôpital étant dans une zone un peu plus compliquée, simplement pour faire notre job de fédération et quelque part les aider à assurer leur propre mission. Alors le pourquoi, je l'ignore. J'ai fait des propositions très claires. Ça j'ai besoin, ça j'ai pas besoin. Nous étions quelques-uns à participer à cette réunion. Elle n'a juste pas été suivie de fait. Et à nouveau, j'ignore pourquoi. La question devrait être posée à la VIC. Alors, vous souhaitiez aussi que chacun puisse exprimer un peu sur la politique vaccinale en tant que telle. Donc effectivement... mon collègue Vincent Frédéric s'est exprimé de manière assez claire. Sur ce point, je suis un peu plus nuancé. J'accorde énormément d'importance à la liberté individuelle en tant que telle. Et dans mon exposé, en début de journée, il y a déjà quelques heures de cela, j'avais parlé d'une pédagogie à développer. Je pense qu'il est important, bien évidemment, de favoriser je dirais, la vaccination en tant que telle. Mais contraindre quelqu'un, d'ailleurs, il y a une liberté. Chacun est censé, je dirais, est libre de l'utilisation de son corps. Et donc, effectivement, il me paraît compliqué, à moins de changer des fondamentaux. Et on parlait, effectivement, de certains vaccins obligatoires en nombre excessivement limité. Et donc, je pense qu'il nous faut être prudent. Oui, il faut soutenir la vaccination en tant que telle, mais plutôt en étant pédagogique. Et je me permettrai de faire
d'ailleurs du lien avec les réflexions éthiques, parce que c'est là qu'est le débat. On a parlé effectivement des éventuels refus d'hospitalisation. Nous avons mené au sein de la Fédération des réflexions éthiques et nous avons édité une note éthique sur base de ce que nous avions pu observer dans d'autres pays pour aider le prestataire de soins à réfléchir, pas effectivement à prendre la décision à sa place. Il ne nous appartient pas de prendre la décision d'hospitaliser, d'ailleurs c'est une décision médicale d'hospitaliser un patient en tant que tel, mais bien d'outiller chaque prestataire de soins à prendre la meilleure décision qui soit. Et donc on a mis à disposition cette réflexion d'éthique, ça c'est au niveau de la fédération, et je pense que le rôle d'un comité d'éthique dans un hôpital n'est pas là pour trancher et décider en tant que tel, mais bien alimenter le débat, mettre tous les éléments sur la table pour que des décisions puissent se prendre en tant que telles. Mais c'est ça la différence entre l'éthique et la direction. La direction tranche, décide, l'éthique apporte des éléments de réflexion. Et donc voilà, ça c'est pour une position très, très personnelle, tout compte fait, sur la politique vaccinale et peut-être le lien avec l'éthique. Alors c'est vrai que le secteur du handicap a été un peu plus épargné. Je vais essayer de lier plusieurs sujets, a un peu plus été épargné par les médias. On en a un peu moins parlé. Alors il y a eu des cas Covid dans le secteur. Alors il y en a eu certainement moins, avec moins de conséquences, puisque effectivement la moyenne d'âge étant nettement moindre aussi, ça a posé des difficultés. Ça a posé des difficultés, notamment vis-à-vis des bénéficiaires, des personnes en situation de handicap, notamment sur les retours en famille. Et là, ça rejoint la thématique du confinement, où on a dû freiner, à un moment donné, ces retours en famille pour ne pas faire rentrer le virus, ou en tout cas ne pas réadmettre une personne dont nous ne maîtrisions pas les conditions sanitaires. Et le cas a été aussi dans les centres, dans les services d'aide à la jeunesse, où parfois d'ailleurs, s'il y a service d'aide à la jeunesse, il y a parfois des situations familiales un peu dramatiques. Et donc effectivement, ces allers-retours avec la famille ont été ralentis. Donc on a eu aussi quelques drames humains. Mais effectivement, ça a un peu moins intéressé les médias, ça a moins été mis en lumière parce que, à nouveau, effectivement, énormément de décès mais dans les maisons de repos. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est la maison de repos? Et donc, je suis intimement convaincu que c'est plus l'âge. D'ailleurs, les experts l'ont annoncé comme ça il y a déjà quelques mois. Mais donc voilà, effectivement, on a moins mis le focus sur ce secteur, mais qui s'est aussi très très vite retrouvé démuni, pas de matériel, pas de circulaire, et à nouveau, ces professionnels de la santé se parlent, vont parfois d'un secteur à l'autre, et donc effectivement, on a eu les hôpitaux, pour des raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, puis il y a eu les maisons de repos, et puis sont venues petit à petit d'autres considérations dans le secteur du handicap et au niveau du secteur de la petite enfance. Là, c'était vraiment les derniers servis, si je peux une nouvelle fois appuyer sur, sur les responsabilités qui sont les vôtres dans d'autres cénacles. Alors, au niveau des services non agréés, des services d'hébergement non agréés, ce qu'on appelle les CHNA, j'ai eu l'occasion dans une partie de ma vie professionnelle de constater effectivement que ça existe. Et ça existe parce que parfois il y a un défaut de programmation. Et quand je parle de programmation, c'est juste que l'offre est insuffisante en tant que telle. Et on se retrouve effectivement parfois avec des CHNA, je me permets de les appeler comme ça, qui font du bon boulot. En tout cas, j'ai pu effectivement en observer quelques-uns. Et puis effectivement, il y en a qui font beaucoup moins leur boulot. Et à partir du moment où ils ne sont pas agréés, il y a moins ce contrôle en tant que tel. Alors, en termes de fédération, nous, on va certainement pas faire du racolage, mais on va juste peut-être préciser qu'on est là aussi pour soutenir des institutions et certainement les soutenir dans le respect de la loi. Et donc, effectivement, c'est là que la limite peut-être de la collaboration pourrait être atteinte, c'est de se dire, à un moment donné, vous fonctionnez hors cadre légal, vous n'avez pas les agréments, peut-être pas les autorisations, peut-être pas tous les critères qualité. Ça ne veut pas dire, je dis peut-être pas au sens de la loi, au sens d'une programmation. Ça ne veut pas dire qu'ils font du mauvais boulot, mais c'est compliqué effectivement de les accompagner et quelque part de les aider dans ces conditions. Maintenant, je le redis, dans un autre passé, j'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables de CHNA et quand ils faisaient du bon boulot, on parlait, on se mettait autour de la table, on collaborait parfois et c'était parfois même des solutions
solution pour sortir d'un hôpital que de passer dans une structure d'hébergement non agréée, parce que les structures agréées étaient full en tant que telles. Et donc, j'ai collaboré dans le passé, je l'avoue devant vous, avec des structures non agréées, mais par défaut de programmation. Et donc, si on pouvait formuler une recommandation, c'est avant tout de pouvoir travailler sur la programmation et les faire agréer pour y mettre tous les critères de qualité, de vérification qui s'imposent et éviter les dérapages, parce que il y a pirates et pirates. Hein. Il y a des pirates qui veulent du mal. Et puis, enfin, en général, c'est la définition d'ailleurs du pirate. Et puis, effectivement, il y a juste des personnes qui veulent faire du bien, mais qui n'ont pas toutes les autorisations pour le faire. Et ça mérite en tout cas de reconnaître ces institutions qui veulent faire du bien. Alors, on a posé la question sur le budget disponible, mais là, je laisserai vraiment mon collègue répondre. Les chiffres, je pense m'être déjà exprimé sur l'intérêt d'obtenir les chiffres. C'était la même question. En tant que tel, bien sûr que dans le Get Up Wallonia, il nous faut une plus large implication, d'autant plus des fédérations, qu'elles soient monosectorielles, plurisectorielles. Je pense que c'est important, lorsqu'on a un projet pour la Wallonie, de pouvoir entendre les personnes, les acteurs qui agissent de manière significative dans cette même région. Alors sur les accords non marchands, on est tout au début voilà, il y a une annonce. Cette annonce, on ne l'a pas encore totalement bien comprise. Hein. Au départ, on s'est même interrogé, 260 millions sur base annuelle, chouette. 260 millions sur 5 ans, avec ça, on ne va rien faire. Ah non, on a compris que c'était effectivement une montée en puissance. Mais bon, il a fallu du temps pour comprendre ça. Ce n'était pas très clair au départ. Je pense qu'effectivement, il faut travailler, certainement à votre niveau, mais du courrier reçu, pas du tout. Hein. Donc voilà, mais j'en apprends tous les jours comme vous, a priori. Mais effectivement, je pense que l'objectif, c'est de travailler sur plusieurs niveaux. Alors, il faut contrer quand je dis contrer, il faut s'aligner sur les mesures qui sont prises au niveau fédéral pour ne pas opposer les secteurs. L'infirmière qui travaille à nouveau, hein, moi j'aime bien cet exemple de la rue en tant que tel, hein, qui travaille dans un hôpital d'un côté de la rue, et puis à un moment donné, pour X raisons, elle a envie de diversifier un peu sa carrière, elle va dans la maison de repos, et puis elle n'en a pas la possibilité parce que les conditions sont complètement différentes, etc. Donc ça ne va pas. Donc je pense qu'il y a un premier élément de cohérence pour un même métier, tout compte fait. Hein, donc ça, c'est un premier élément important. Je pense qu'il nous faudra, au travers de l'accord non marchand, et là ce sera probablement plus difficile de l'expliquer à certains partenaires sociaux, c'est de pouvoir revaloriser l'encadrement. Alors c'est vrai qu'on a des chefs, hein, quel que soit le niveau de chefferie, mais qui endossent toutes les responsabilités et qui parfois, parce que leur horaire c'est du lundi au vendredi et c'est plus le week-end, perdent la prime de week-end, et puis pour finir endossent toutes les responsabilités pour rien en fait. Et donc là c'est important d'être très très attentif aussi à cette question, parce qu'on a de plus en plus de mal de retrouver des responsables de service. Ça devient effectivement très très compliqué parce que voilà, il n'y a pas cette revalorisation. Et puis derrière effectivement ces revalorisations telles que je viens de les expliquer, il est clair que nous sommes demandeurs d'avoir un encadrement qui corresponde quelque part à la qualité de prestations attendues. Et on pense que tous nos bénéficiaires méritent la meilleure qualité en toute sécurité, et que s'il y a plus de bras, il y aura probablement plus de qualité. Il y a des corrélations qui sont largement démontrées sur le sujet dans une série d'études. Et donc je pense qu'il faudra travailler sur ces différents éléments. Mais tout cela est en débat. Donc là, je donne l'avis de la fédération UNESA ici. Mes collègues auront peut-être des avis un peu plus nuancés. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera autour de la même table et nous défendrons le principe, ou en tout cas la politique des employeurs que nous représentons en tant que tels, qui sont attentifs tant au nombre de bras qu'aux conditions de travail pour chacun ou chacune de ces paires de bras, si je puis le dire de la sorte. Donc voilà mon avis. Alors la résilience, le concept de la résilience, je dirais que la résilience, elle ne peut s'opérer qu'à partir du moment où on a absorbé le choc. Et je pense qu'on est encore dans le choc. Et donc on peut réfléchir, on peut rebondir, on peut en faire une force. Hein, je parle bien de la résilience au sens psychologique du terme, mais pour ça il faut laisser passer le choc. Et on n'y est pas encore. Je l'ai dit ce matin, en tout début de journée, on n'est pas sorti de la crise. Restons vigilants. Et donc, avant de réinventer tous les modèles, essayons effectivement d'assurer cette continuité de soins et toute la sécurité qui est
nécessaires. Alors sur la question de l'interlocuteur, bon, en tant que fédération multisectorielle, on a plein d'interlocuteurs. Mais si je prends l'exemple des maisons de repos, notre interlocuteur aujourd'hui, c'est la VIC, c'est clairement. Maintenant, il est clair que dans d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué parce que cette 6e réforme de l'État a transféré une partie de compétences, a transféré des infrastructures, a transféré des normes d'agrément, mais n'a pas encore transféré le forfait médicamenteux. Et donc on se retrouve encore parfois, pour certaines structures, si je prends les maisons de soins psychiatriques, à discuter avec la VIC pour certains sujets, avec je dirais, le fédéral pour d'autres sujets. Et sur Bruxelles, c'est encore différent puisque la VIC a au moins eu, je trouve, l'intelligence de réunir quelque part la partie infrastructure et la partie soins. Sur Bruxelles, vous avez la COCOM, vous avez Iriscare et puis vous avez encore le fédéral. Donc cette 6e réforme de l'État, si vous voulez mon avis, je pense que vous venez de l'obtenir. Donc voilà, je serai particulièrement attentif à la 7e, en tout cas, si elle arrive, si on ne sait pas l'éviter, mais en tout cas, on essaiera de faire les choses peut-être un peu mieux, même si sans doute les uns et les autres ont beaucoup travaillé pour ça. Mais donc voilà, alors sur... oui, les chiffres, j'en ai parlé, le rôle de la VIC, c'est pas le rôle de la fédération, effectivement, que de récolter les chiffres en tant que tel, et certainement pas le tracing. Donc je pense que tout à l'heure, on a parlé peut-être un peu des deux. Moi, je ne suis pas sur les chiffres du dépistage et du tracing et des contacts, etc. Ça ne nous appartient pas du tout, et c'est une compétence clairement régionale. Ce dont nous avons besoin, ce sont les chiffres dans nos institutions de soins. Et à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément institution par institution, mais des secteurs par province. Et avec ça, on peut déjà, je pense, faire un meilleur travail. Le stock stratégique, modalité effectivement à définir, et j'aime bien la nuance que M. Evard tout à l'heure a apportée sur l'urgence peut-être de constituer un stock stratégique pour répondre quelque part à l'éventuel rebond, et puis une réflexion un peu plus long terme sur la gestion du risque. Et donc, j'en ai parlé un peu ce matin, c'est passer de la gestion de la crise à la gestion du risque en tant que tel. Et j'entends aussi que vous m'avez bien entendu sur ces différentes phases. Alors on va parler d'alerte, mais on parle aussi parfois de phase d'information et puis de phase d'activation. Mais l'information, elle doit démarrer dès qu'on identifie les premières tendances. Donc ça, c'est effectivement fondamental, et je pense avoir très rapidement répondu à l'ensemble des questions, et ce qui me permet de laisser la parole à mes collègues. Je vous remercie. Juste un élément de réponse très certainement incomplet, mais des retours que nous avons des affiliés, les différentes circulaires de déconfinement et de reprise des visites ont permis effectivement d'améliorer le mieux-être des résidents. Donc on repart dans une tendance plutôt positive, mais ma réponse ira dans le même sens que la résilience tout à l'heure. Il y a encore un choc à absorber, et ça mettra, je pense, ça mettra du temps. Mais la tendance est plutôt positive par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois, où on était clairement sur une détérioration, on était sur une augmentation du nombre de syndromes de glissement, etc., etc. Aujourd'hui, cette tendance s'inverse. Voilà, fort heureusement. Est-ce que effectivement tous les résidents ont oublié la crise? Peut-être ceux qui souffrent d'Alzheimer, mais à mon avis pas plus que ceux-là, malheureusement. Je crois qu'il faudra absorber le choc encore pendant un certain temps, au même titre que le personnel d'ailleurs. Voilà mon élément de réponse. S'il n'y a plus d'autres questions, il me revient à remercier les représentants des différentes fédérations. Et je suspends 5 minutes le temps qu'ils puissent nous quitter, que l'on puisse peut-être installer M. Kempeners. Voilà. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi.